Oui, 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 faut rigoler quand même un petit peu. Alors, coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Cette semaine, on continue le petit bilan humoristique de mes chroniques de 2025 avec des extraits de celles du 3e trimestre. Donc, je vous propose en juillet. Si le réchauffement climatique est la cause de tous nos maux, les contrepéteurs sont contents quand les canicules s'emballent. Mais connaissez-vous bien l'histoire des climats ? Petit rappel, c'était il y a 485 ans, en 1540. Pendant 11 mois, quasiment aucune pluie n'est tombée sur une grande partie de l'Europe centrale. Les chroniques d'époque et les archives historiques évoquent la plus grosse sécheresse européenne connue. Les rivières sont asséchées, les incendies de forêt fréquents et l'eau se vend à prix d'or. Les températures, qui dépassent facilement les 40 degrés, sont de 5 à 7 degrés au-dessus des valeurs habituelles du XXe siècle. À Bâle, on traversait le Rhin à pied. Les gens arpentaient son fond à la recherche de pièces de monnaie romaine. La faim et la soif rendaient les gens fous. Idem en France, où l'on traverse la Seine à pied, mais aussi les rivières de l'Est, notamment le Doubs et les moulins de la Garonne qui doivent s'arrêter faute d'eau. Or, le manque d'eau potable favorise la dysenterie et les décès. On ignore le nombre exact de morts qui découlent de cet épisode météorologique extraordinaire, mais les historiens l'évaluent à 1 million de personnes. L'été 1911 a été l'un des plus chauds jamais enregistrés en France à l'époque. À Paris, le thermomètre dépasse 35 degrés pendant plusieurs jours. À Lyon et à Bordeaux, le 23 juillet, il dépasse les 40 degrés. Les récoltes de fruits et légumes pourrissent sur pied. Les ouvriers sont à la peine et les nourrissons meurent par centaines notamment à cause de la diarrhée et de la déshydratation. Au total, 46 000 morts, dont 30 000 enfants, sont répertoriés en France. Et les Parisiens, épuisés, tentent de retrouver des moyens d'échapper à la fournaise. Certains se réfugient dans les couloirs du métro, récemment inauguré. On se baigne dans les canaux et les fleuves, comme le montrent les photos d'époque de Météo France. À Paris, les fontaines se tarissent et provoquent la colère et le désarroi des habitants. En campagne, une fièvre afteuse contamine le lait de vache. Face à la tragédie, les pouvoirs publics finissent quand même par distribuer de l'eau et du lait stérilisé. En 1947, c'est un des étés les plus chauds de l'Hexagone, et certains Français s'en souviennent encore. Dès le mois de juin, à l'école, le maître exigeait que l'on porte le chapeau de paille lors des récréations. Après un hiver particulièrement froid, une chaleur intense s'abat sur la France durant l'été, et l'on enregistre 40 degrés à Angoulême, Toulouse, Angers, Orléans ou encore Paris. Or, la France sort marquée de la Seconde Guerre mondiale et de ses privations. Les récoltes et les vignes cuisent, mais pour la première fois, les journaux de l'époque s'alarment de la situation. L'un d'entre eux décrit la capitale transformée en Sahara, tandis que Le Monde, daté du 18 septembre 1947, parle d'un été exceptionnel, s'alarmant des chiffres des météorologues. Et plus près de chez nous, il y a 22 ans, en 2003, l'Europe était frappée d'un triste été record, une canicule particulièrement intense et longue, 3 semaines, qui fait partir en fumée 60 000 hectares de forêt, mais elle cause surtout 15 000 décès en France, soit une surmortalité de près de 12% et touche en première ligne les seniors. Les morgues et les funérariums sont saturés. À Paris, on réquisitionne les entrepôts friorifiques du marché de Rungis pour y entreposer les corps dans le plus grand secret. Les nuits restent bloquées entre 22 et 25 degrés, tandis qu'en journée, les 36 degrés minimum s'enchaînent pendant plus d'une semaine. C'est un choc pour la population qui retient avec ce cauchemar sanitaire l'image d'une impréparation totale de l'État. Les dégâts dans l'agriculture sont évalués à 1 milliard d'euros. Et aujourd'hui, pendant que l'on crève de chaud en Europe, une vague de froid record touche l'Argentine, le Chili et l'Uruguay et provoque déjà la mort de 15 personnes. Alors, on nous rebat les oreilles avec le réchauffement climatique et vous voyez que ça ne date pas d'hier. En ce qui me concerne, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge climatique, mais ne vous inquiétez pas, la Terre a encore quelques milliards d'années devant elle avant que le Soleil n'explose et ne l'absorbe.
Et en août, de quoi je parlais en août? Ah oui, je parlais de notre ami Marc Anciel, humorhistorien périgourdin très connu sur les réseaux sociaux, qui était de retour avec une publication bien tournée, comme il en a l'habitude, parue le 15 août dernier. Si l'on peut parler d'un grand jour pour un soir, ce soir sera le grand jour. À Anchorage, l'atmosphère un peu fraîche sera bien adaptée à la circonstance pour cette rencontre au sommet, alors que l'altitude n'est que d'une trentaine de mètres. Il va falloir grimper vers les cimes enneigées à plus de 2000 mètres pour être en position dominante. Mais qui le sera vraiment? Je vous rappelle que cette réunion au sommet, c'était Trump-Poutine. Et sans parler de l'altitude, l'attitude des deux concurrents en ce concours pour la paix sera-t-elle à la hauteur des attentes d'un monde suspendu pour un temps au-dessus d'un vide d'incertitude? Chaque concurrent étant passé maître dans l'art du mensonge et de l'imprévisibilité, qui va remporter l'avantage? Probablement les deux. Chacun pouvait rentrer chez lui en se flattant de ne rien avoir cédé de capital, tandis que le plus concerné sera resté chez lui en attendant le résultat d'un match qui ne sera peut-être que l'introduction d'un long processus au cours duquel bien des gens qui ne participent pas au débat seront contraints, à défaut, de s'investir dans des combats qui leur coûteront leur maison, une jambe, un bras, voire la vie. Ceux qui vont débattre, à défaut de combattre ce soir, ce sera vite passé, ne risqueront tout au plus que le ridicule, mais c'est bien connu, celui-ci ne tue pas. J'ajouterai, à titre personnel, que c'était une belle pensée prémonitoire, puisqu'effectivement, cette rencontre au sommet a accouché d'une souris, mais les mauvaises langues racontent que Donald et Vladimir en ont profité pour tester une piste noire, histoire de faire un peu de zèle en ski. Et en septembre, savez-vous que de nouveaux véhicules de police vont sillonner les rues et verbaliser les contrevenants à une vitesse encore jamais atteinte dans le domaine de la contredanse? Pour ce faire, les nouveaux parcs-mètres vous demanderont désormais le numéro d'immatriculation de votre voiture. Ainsi, la Batmobile des Pandores pourra soulager ceci du travail harassant qui consistait jusqu'alors à relever le numéro de plaque du sinistre gredin afin de lui faire payer son infamie. Suréquipée grâce au denier du contribuable, la bagnole de la maison Poulega va faire des ravages chez les récalcitrants. Les petits marioles qui ne pensaient qu'en payant 1 heure de stationnement, ils allaient pouvoir rester garés 75 minutes, sans bourse déliée. Terminé le temps élastique. Dorénavant, 1 heure ne fera pas plus de 3600 secondes pour être conforme à sa définition astronomique. La seconde étant fixée, comme vous le savez, comme la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium-133. Comme chacun le sait. Hein? Capiche? Certains planent? Bon, à commencer par les agents verbalisateurs qui n'ont peut-être pas, à titre personnel, une notion aussi exacte du temps, mais qui pourtant vont piloter l'engin qui, lui, l'aura, impitoyablement. Assez plané, revenons sur Terre, voilà donc une mécanique bourrée d'électronique cornaquée par un couple de perdreaux qui va vérifier en un temps record si vous vous êtes bien acquitté de la taxe de stationnement décrétée pour le lieu par les édiles de secteur, par vous, payé, tout comme les pilotes de l'engin d'ailleurs. Mais c'est pour votre bien, puisqu'on vous le dit, ne désespérons pas, bientôt, la maison Poulaga n'aura même plus à piloter ces engins diaboliques. Ils resteront bien un chaud poulailler, tandis que la bagnole parcourra elle-même les rues, verbalisant à tout va des voitures qui, peut-être, elles aussi, progrès aidant, se seront rendues toutes seules, là où elles sont. Par exemple, pour faire une course dictée par un objet connecté quelconque qui lui aura intimé l'ordre de se rendre là, afin d'assurer le réassort de votre frigo, qui aura constaté qu'il manquait du beurre dans le compartiment connecté, la vie va devenir un doux rêve. Ou peut-être un cauchemar. Oui, mais un cauchemar connecté. Bon, moi, ce jour-là, je laisserai les bagnoles s'expliquer entre elles et j'irai vivre dans une île sans voiture, sans flic. Mais ça va de soi, puisque les voitures attirent la volaille comme la lumière, les papillons de nuit. Plus d'auto, plus de poulets, mais plus d'auto, plus de poulets. Et vous? Vous êtes connectés? Non? Alors, circulez. Il n'y a plus rien à voir. Et voilà les actus. Alors, on nous annonce un salon de l'agriculture sans bovins. Tant pis, on se contentera du pinard qui tâche. Cela promet un salon plutôt cochon. La volaille n'a qu'à bien se tenir, surtout si la grippe aviaire saille.
Rubrique élection. Suite des aventures périgourdines. La semaine dernière, j'évoquais l'appel de Laure d'Arcos, épouse d'un ancien maire de Périgueux, qui demandait à Antoine Audy de rallier la liste de Michel Cadet afin que la droite républicaine aille au front uni pour des élections municipales de Périgueux. Et alors, qu'est-ce qu'Audy a dit ? Eh bien, il a choisi une formule rubistique. En tant qu'ancien demi de mêlée du RCTLO et directeur de Marcoussis, pour envoyer la dame dans ses 22, usant du fameux slogan de l'ami Maurice, en lui répondant qu'elle ferait mieux de se mêler de ce qui la regarde. Je ne sais pas si c'est très judicieux, compte tenu du fait que la cote de l'or grimpe sans arrêt. Jean-Christophe Boulanger, le maire de Lannoy, a annoncé qu'il remettait le couvert pour 2026 avec un nouveau slogan « Jamais dans le pétrin avec Boulanger ». Il faut dire qu'il a l'habitude de mener ses troupes à la baguette et qu'il n'est pas du genre à se faire rouler dans la farine. Ça bouge à Sagnac, un nouveau candidat s'est déclaré, issu de l'opposition municipale, même que l'on pourrait dire mieux potard que jamais. Les électeurs n'attendent plus désormais qu'il leur présente sa caravane de colistiers et rouler petit bolide. Allez, on fait une petite pause musicale. Elle fête ses 74 ans cette semaine et elle chante encore. Il s'agit de Charlotte Julien avec son fameux tube de 1972. Elle était toute jeune à l'époque. Est-ce que vous vous en souvenez ? Ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince. J'arrive avec ma valise. Car Paris, c'est pour moi la terre promise. Comme toutes les fleurs de province. Moi je viens pour me trouver un prince. Un petit prince charmant. Qui me fera beaucoup d'enfants. Dans mon pays, ça pouvait plus durer. Mal arrosée, depuis toujours, je rêvais de Paris. La Salpêtrière, les grands boulevards et les Tuileries. Alors j'ai quitté ma famille pour partir vite comme une vieille fille. Et me voilà, je sais que j'ai les pieds plats. Et vous verrez, ça s'arrangera. Je suis une fleur de province, ni trop grande, ni trop grosse. J'arrive avec ma valise, car Paris c'est pour moi la terre promise. Comme toutes les fleurs de province, moi je viens pour me trouver un prince. Un petit prince charmant, qui me fera beaucoup d'enfants. Vous allez voir ce que vous allez voir. Dans pas longtemps j'aurai ma photo dans François. Dans le vent, ça va les rendre un peu jaloux à Perpignan. Je serai la nouvelle coqueluche et j'aurai plein de fanfreluches. Mais pour l'instant, je suis à la gare de Lyon avec mon sandwich au jambon. Jambon, je suis une fleur de province, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince. J'arrive avec ma comme toutes les fleurs de province, moi je viens pour me trouver un prince, un petit prince charmant, qui me fera beaucoup d'enfants. Je suis une fleur de province. Vive la France, vive la France, vive la France. La 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 la. Et sans autre transition, voici le moment du contre-P. On commence par les contre-péteries de la saison de la semaine dernière avec l'inévitable plan grand froid. Il faut donc inverser le P de plan avec le G de grand. En Belgique, les femmes apprécient les chambres d'hiver, inversion du en de chambre avec le i d'hiver.
Et n'oublions pas la galette. Je vous mets aussi de belles fèves. Inversion des deux S de aussi avec le V de fèves me propose la boulangère, laquelle, on le sait, a du choix dans la pâte. Inversion du che de choix avec le P de pâte. Alors savourez ces galettes craquantes. Inversion de galette avec le crack de craquante. Quelques contrepéteries sur les prénoms de cette semaine et ceux de la semaine prochaine. Le camp d'Yvette, en air, était tout blond. Le camp d'Yvette, en air, était tout blond. Marcel habite la Cône. Marcel habite la Cône. Comme tout le monde le sait, la Cône est une commune du Périgord. Contrepéterie interne avec une simple inversion de syllabe, Vincent. Contrepéterie interne, Vincent. Le jeune Marius travaille à l'année, inversion du us de Marius et du e de année. Marius toujours offre son ananas, inversion de u de Marius avec le ana d'ananas. Les indices la semaine prochaine, bien sûr. Et on termine avec la minute blague. Je suis en train justement de terminer mon prochain bouquin qui s'intitulera Périgord, terre d'humour. Et je vous en offre la primeur avec ce premier extrait. Au début, il y a eu le commencement. Car l'humour en Périgord, terre ô combien préhistorique, ne pouvait pas faire l'impasse sur son géniteur, le bien nommé Cro-Magnon. Mais savez-vous pourquoi on lui donna ce nom? En fait, notre ancêtre à tous avait la particularité, d'avoir de grandes dents. En conséquence, les archéologues de l'époque voulurent l'appeler Cro-Magnum. Mais malheureusement, ce terme n'existait pas encore en 1868, année de sa découverte. Ce terme, d'origine latine, ne sera vulgarisé qu'à partir de 1884. C'est ainsi que, grâce à l'habileté d'un scribe local, Magnum s'écrivit Magnon, en référence au nom du propriétaire de l'abri sous roche où gisaient les restes de cet Homo sapiens. Cela tombait bien car il faut savoir que dans le langage populaire de l'époque, on a longtemps évoqué pour les enfants les Cro-Mignons, avant de parler de dents de lait. Étonnant, non? Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, aujourd'hui c'était Antoine, et je le remercie. En attendant le soleil, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, vive nous et prenez soin de vous.